orateurs assis. Il y a 200 orateurs, ceux qui sont assis, ceux qui sont debout. Voilà, je vous remercie de cette présentation assez aimable, et c'est vrai que j'ai plaisir aujourd'hui à parler d'histoire littéraire et que la préoccupation théorique a été première dans ma recherche. J'avais commencé dans ma thèse à faire une partie théorique très ambitieuse et j'ai compris qu'avant de la mettre au jour, il fallait d'abord que je prouve que j'étais capable de faire de l'histoire littéraire, et en somme, j'ai attendu près de 30 ans pour oser faire un ouvrage théorique sur l'histoire littéraire avec quelques travaux derrière moi. Et il est vrai que le premier colloque auquel j'ai participé, c'était en 87, s'appelait l'histoire littéraire aujourd'hui, où j'évoquais donc des questions théoriques. Alors c'est vrai que je pense qu'on ne peut pas faire de théorie sans pratique, mais en même temps, j'ai toujours été frappé par ce qui me paraissait à la fois étrange et scandaleux, la présence-absence de l'histoire littéraire comme discipline, comme méthode, au moins en France. Tout le monde fait de l'histoire littéraire, à la fois le grand public, en achetant des biographies, en s'intéressant à des auteurs du passé. On en fait beaucoup dans l'enseignement secondaire. Et il y a vraiment aujourd'hui, depuis peut-être une quinzaine d'années, une sorte de revival de l'histoire littéraire, après les anathèmes des poéticiens. Alors comme historien de la littérature, je devrais m'en réjouir, mais je me méfie toujours des phénomènes de conformité idéologique ou culturelle. Et il est vrai qu'il me semble que dans cette renaissance de l'histoire littéraire, il y a quelque chose d'abord d'idéologique. En tout cas en France. En France, on ne peut qu'être frappé par une sorte de nostalgie patrimoniale qui nous saisit, liée sans doute à la crainte de la mondialisation, au changement de civilisation, à l'affaiblissement du rôle de la France, et donc on se regarde avec une sorte de passion inquiète. On regarde notre passé littéraire, et ce n'est pas cette histoire littéraire-là que je défends. Il y a aussi une raison, je dirais, qui concerne là nos outils, c'est le changement de siècle. On est passé du XXe au XXIe siècle. Lorsque moi j'ai commencé à faire de la recherche, le XXe siècle, c'était la littérature contemporaine. Or, depuis 2001, le XXe siècle, c'est le passé. Il y a tout un siècle entier, un pan entier de littérature, qui, comme au moment de la débâcle des glaces, tombe dans l'histoire littéraire et sort du contemporain. Donc il y a tout un discours, d'ailleurs très heureux, historique sur le XXe siècle qui n'existait pas. À vrai dire, d'ailleurs, quand j'étais tout jeune étudiant, j'étais tenté par le XXe siècle, mais je voulais faire un discours, je voulais faire de l'histoire littéraire, et je ne voyais pas la place d'une histoire de la littérature française du XXe siècle dans ces années-là, dans les années 80. Et maintenant, il y a beaucoup de travaux, il y en a aussi beaucoup ici, de travaux d'histoire littéraire et qui portent sur le XXe siècle. Voilà, donc il y a aussi cette circonstance qui fait qu'on parle beaucoup d'histoire littéraire, mais en même temps, donc ça c'était ce qui m'intriguait, il n'y avait pas de doctrine explicite, il n'y a pas de réflexion théorique sur l'histoire littéraire articulée aux questions de méthodologie. Et je crois bien que mon livre est non pas le premier, mais peut-être le quatrième en tout livre de méthode en langue française, explicitement et exclusivement sur l'histoire littéraire. Alors, vous avez beaucoup de livres de théorie littéraire, de poétique, etc. Mais tout se passe comme si l'histoire littéraire, c'est comme la prose pour M. Jourdain, ça se fait spontanément, ça s'invente comme ça, et on n'a pas besoin de la penser. D'où pratiquement les caractéristiques, j'allais dire les travers de l'histoire littéraire telle qu'elle est pratiquée au moins en France. C'est d'abord l'érudition monographique, un tenant-lieu d'histoire littéraire, comme si mettre bout à bout, par exemple, au XIXe siècle, de l'érudition sur Balzac, Flaubert, etc., ça faisait une histoire de la littérature ou du roman. Et le retour à l'érudition est quelque chose qu'on voit d'ailleurs de plus en plus fort aussi dans les pratiques. L'emprunt aux autres disciplines, puisqu'on ne peut pas théoriser nous-mêmes l'histoire littéraire, allons prendre chez d'autres. Donc il y a une histoire littéraire qui s'est pensée grâce à l'histoire, grâce à la sociologie, grâce aux sciences sociales, comme si on avait besoin d'un tuteur théorique, comme une plante, pour arriver à être droit dans notre travail. Et enfin, dernier travers, à mon avis, qui
liée à cette absence de théorie propre, c'est la confusion constante entre la critique littéraire et l'histoire. Il suffit d'étudier, de faire la critique de corpus littéraire du passé pour faire de l'histoire. Il me semble bien évident que l'étude de corpus, la critique de corpus, l'analyse textuelle de corpus ne constitue pas en soi, et surtout à soi seule, une méthode historique. C'est peut-être d'ailleurs non pas la réserve, mais la prudence qu'on peut avoir à l'égard des cultural studies, qui par ailleurs ont permis de redécouvrir des pans entiers, je dirais, de la littérature. Cette idée que l'étude d'un corpus vaut examen historique. Alors j'essaierai de montrer que toute l'histoire de la littérature n'est pas incluse dans le texte, ni même dans l'historicité du texte qu'on lit ou qu'on étudie. Ce qui m'a toujours aussi, je dirais, motivé dans ma volonté de réfléchir sur l'histoire littéraire est je dirais, une grande méfiance à l'égard de la routine scolaire, des fausses certitudes, et j'avoue que j'ai développé de plus en plus une sorte de méfiance toute flaubertienne à l'égard des idées reçues, et des idées reçues de l'histoire littéraire. On n'imagine pas à quel point il y a dans les ouvrages les plus canoniques, dans les ouvrages les plus légitimes, j'allais dire de grosses bêtises et tout simplement comment dirais-je, des contre-vérités historiques qui s'enracinent, que l'on dit et répète, etc. J'en donnerai deux exemples pour que vous mesuriez, enfin, qu'on n'est pas dans le secondaire, je veux dire comme dans des choses secondaires. Ce discours si fondateur dans la théorisation de la poésie moderne, ce discours sur le déclin de la poésie en vers au XIXe siècle. Il y a une sorte d'exténuation qu'au début du XIXe siècle, les poètes étaient un peu bêtes, ils faisaient encore des vers, et puis peu à peu on s'est rendu compte que c'était vraiment très, très sot, qu'il suffisait d'écrire de la prose, de libérer le vers, et qu'on se serait débarrassé de la versification. Indépendamment des jugements de valeur que suppose une telle formulation, lorsqu'on connaît un peu la pratique poétique du XIXe siècle, on doit dire absolument le contraire, c'est-à-dire le vers est moribond au début du XIXe siècle, et on considère que la versification c'est une pratique de régent de collège, de pédagogue triste, comme dit Victor Hugo, et que le vrai poète c'est celui qui fait de la prose à la Chateaubriand, à la Rousseau, etc. Et voilà qu'en 15 ans, avec la génération de Hugo et quelques autres, le véritable poète est celui qui fait du vers, qui a l'amour, la passion de la versification. Et le XIXe siècle est un siècle de versification passionnée, de passion artistique dans la création du vers. Et ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle que brutalement les choses se renversent et qu'on va revenir au vers libre et à la prose. C'est pas secondaire, ce n'est pas secondaire. Mon hypothèse sur la chose, c'est que dans un XIXe siècle tel que l'imaginent les écrivains, gagné, dévoré par la prose de la vie moderne, la prose de la vie, du capitalisme, de la consommation, enfin tout ce que dénoncent Baudelaire et d'autres, la manière de s'opposer à ce prosaïsme croissant, c'est de faire de la poésie. Je fais des vers, je sais bien que ce n'est pas ce que demande le public, je sais bien que ce n'est pas ce que demande l'éditeur, comme dit Balzac dans Illusion perdue, mais je fais de la poésie. Et plus on est poète, et plus on est en contestation par rapport à l'ordre, plus on versifie. Et croire le contraire est réellement un contresens à la fois sur ce qui pousse ces poètes et sur l'évolution des temps. Et puis voilà que la République s'institue, la Troisième République, une République née de cette pensée progressiste du siècle, et que cette République va mettre au cœur de son école la littérature, et notamment la poésie, et que tous les petits Français, comme moi je l'ai encore fait dans l'école de la République, ont récité du Victor Hugo, du Corneille, etc. Bref, la poésie versifiée est devenue non pas le signe d'une marginalité, mais au contraire le socle, je dirais, d'une citoyenneté partagée. Et voilà qu'en quelques 10-15 ans, des poètes contestataires qui revendiquent une sorte d'élitisme, qui souvent d'ailleurs, du point de vue idéologique, je pense aux symbolistes, ne se trouvent pas dans les allées les plus larges de la République, vont faire du vers une sorte de repoussoir, de conformisme à la norme scolaire, parce que le monde a changé. Et que brutalement la poésie ne va plus être l'affirmation du vers, mais le rejet du vers. Et moi je vois dans ce phénomène fin de siècle, non pas, encore une fois, le point d'aboutissement d'une évolution historique nécessaire, logique, etc., mais quelque chose qui apparaît
dans un contexte qui relève de la compréhension des mécanismes sociaux et politiques qui déterminent le dynamisme de l'histoire de France pendant le XIXe siècle. Voilà un lieu commun, je dis, qui est faux, tout simplement un autre. J'allais dire que j'ai subi moi aussi pendant longtemps, cette idée que la littérature moderne était liée à l'émergence du livre, sacralisation du livre, jusqu'à Mallarmé, etc. Voilà, l'écrivain découvre que être écrivain, c'est faire des livres, que l'on pense, que l'on porte en soi, etc. Là encore, contre-vérité absolue, ça, je crois avoir directement contribué à prendre conscience, à faire prendre conscience que le véritable et le seul vecteur de l'invention littéraire au milieu du XIXe siècle, c'est le journal. C'est le périodique. Et tout simplement, on n'a pas vu ça pendant, j'allais dire, pendant un siècle, parce qu'on a tellement en tête ce qui est devenu la presse à la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire cette presse de masse, que l'on connaît maintenant. Elle est en train de mourir doucement maintenant, mais en tout cas pendant un siècle, la presse était majoritairement un phénomène lié à la massification, qu'on a tout simplement oublié, oblitéré ce lien consubstantiel de la littérature et du périodique au XIXe siècle. Et là encore, c'est la Troisième République qui va consacrer le livre contre le journal. Pour des tas de raisons idéologiques, je ne vais pas me lancer dans cette histoire-là. Mais en tout cas, je voulais dire donc que lorsqu'on est historien, on se méfie de tous les lieux communs, et même ceux qui sont le plus reçus, parce que l'histoire littéraire, plus que l'histoire encore, s'est très vite constituée en récit héroïque, qui se perpétue, qui s'approfondit. On peut le rendre très érudit, mais si les bases mêmes du récit sont fantasmatiques ou illusoires, l'érudition n'aide en rien à l'éclairer. Je dirais aussi, puisque je suis ici en France, qu'il y a une spécificité française dans le rapport à l'histoire littéraire qui rend le français peut-être particulièrement, je dirais pas inapte, mais en tout cas, il a peut-être plus que d'autres du mal à faire de l'histoire littéraire à cause du poids spécifique du classicisme dans la tradition française, du classicisme qui, dès le XVIIIe siècle, est considéré comme une sorte à la fois d'âge d'or de la littérature française et un modèle universel. Il y a cette idée que l'âge classique, réalisant une sorte d'excellence littéraire, sortait la littérature de l'histoire. Il y a cette idée qu'il y a un niveau de qualité, de perfection manifesté, encore une fois incarné par la littérature classique, qui permettrait d'échapper au relativisme historique. Mais je dirais qu'il y a toujours, même dans les discours les plus historiens de l'histoire littéraire en France, cette tentation d'utiliser l'histoire pour démontrer le génie, et pour démontrer en quelque sorte la temporalité du génie. Il y a une tentation de la sortie de l'histoire, de la sortie du relativisme dans le discours sur l'histoire littéraire, ce qui amène aussi à faire un usage normatif de l'histoire littéraire. Faire de l'histoire littéraire, c'est démontrer le génie en quelque sorte. C'est démontrer que Balzac est le plus grand romancier, ou Hugo, ou le plus grand poète, etc. Et admettre que l'histoire, c'est du relatif, c'est difficile lorsqu'on a fondé une tradition nationale sur un siècle et une littérature qui avait l'ambition de succéder à ce premier grand âge classique qui était celui de l'Antiquité latine. Et cette tentation de la renaissance du classicisme et de revenir à une sorte de littérature hors du temps, on le voit bien aujourd'hui dans le discours, je dirais, presque mystique que parfois l'on peut tenir sur l'inactuel, le contemporain, l'antimoderne. La littérature se sauvait et les spécialistes de littérature se sauvaient lorsqu'ils sortaient de l'histoire. Voilà. Donc toutes ces raisons font qu'à la fois j'étais mal à l'aise de temps à autre dans un certain discours sur l'histoire, et aussi raison pour laquelle j'ai essayé de reprendre les choses sur d'autres bases. Alors, c'est bien difficile de résumer tout de même
en fait 30 ans de réflexion sur l'histoire littéraire en une heure. Ce que je voudrais faire, c'est non pas parler de Lançon, je n'en aurai pas le temps, mais d'abord revenir effectivement sur certaines notions que j'ai voulu remettre sinon en cause, du moins en perspective. Ensuite, résumer mes propositions théoriques de façon générale et dans leur point d'application à ma période de spécialité, en effet, à savoir le XIXe siècle. En notion contre laquelle je suis parti en guerre et je pars toujours en guerre. J'ose le faire à nouveau aujourd'hui en sachant malgré tout que c'est aller à l'encontre d'un discours qui est extrêmement majoritaire dans les études littéraires, c'est la notion de genre. Alors, je le pose ainsi, il me semble que l'approche générique est absolument catastrophique en matière d'histoire littéraire. On ne peut pas penser, de même que... je vais prendre un exemple. Prenons la question de l'émergence du roman réaliste, hein, vous savez, le roman réaliste à l'époque de Balzac, c'est le moment Balzac pour ce qui est du roman réaliste. Le roman réaliste, c'est le roman qui entreprend de décrire le monde. Jusque-là, le roman, c'est essentiellement des récits et du bavardage, si je puis dire. Mais vous ne voyez quasiment pas dans un roman du XVIIIe et du XVIIe siècle de la description des choses. On décrit les choses qui sont absolument nécessaires pour comprendre l'histoire. Mais ce qui est nouveau dans le roman au XIXe siècle, c'est cette fonction descriptive, cette fonction de représentation du monde que le roman s'arroge. Une fois qu'on a ça, tout le reste, j'allais dire, est du détail. On approfondit la description. D'abord, c'est la description objective, puis c'est la description de pensée avec le monologue intérieur, etc. Et on est dans ce grand espace artistique de la fiction de description. Or, qu'est-ce qui fait que le roman reçoit cet héritage autour de 1830? C'est, pour le dire vite, trois choses, essentiellement. D'une part, parce que ce roman à la Balzac, en plein romantisme, hérite la description de quelle pratique? De la pratique poétique. La description est une partie de la poésie. Et c'est parce que justement le romantisme est né d'une reformulation de la poésie que la poésie va faire don, en quelque sorte, au roman de cette mission descriptive. C'est une chose. Deuxième chose, Balzac est d'abord un journaliste. Balzac est un écrivain qui n'arrive pas à percer, qui finalement réussit en donnant une vedette de journalisme. Or, qu'est-ce que le média? Le média, fondamentalement, a pour mission de représenter le monde. C'est peut-être la révolution littéraire la plus importante des derniers siècles. Pour le dire de façon extrêmement massive, mais lorsqu'on lit un livre au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle, c'est pour savoir en gros ce qu'il y a dans la tête de l'auteur, soit ce qu'il pense, soit ce qu'il imagine. Ce qu'il pense, ce sont des essais, ce qu'il imagine, c'est un roman, etc. Lorsqu'on ouvre un journal, on lit le journal pour savoir ce qui se passe dans le monde. Il y a non pas quelque chose qui va vers l'intériorité du scripteur, mais quelque chose qui va réverbérer le monde extérieur. Et ce déplacement de fonction de l'écrit est quelque chose d'absolument capital. Et le roman, lui, qui est né de cette culture journalistique du XIXe siècle, ne fait que déployer dans l'espace de la fiction ce qui est cette nouvelle fonction de représentation du réel. Et troisième élément, le développement des sciences sociales, de la sociologie en particulier, de l'économie, etc. Des sciences sociales qui, à l'époque, n'ont pas d'espace institutionnel, ne sont pas encore des disciplines universitaires, et Balzac romancier se veut historien, sociologue, anthropologue, tout ce que vous voulez, mais non pas romancier. Donc si vous faites l'histoire du roman comme roman, en passant de Diderot, Diderot, il y aurait Les Eaux Dangereuses, et du Balzac, Stendhal, etc., c'est une histoire totalement irréelle, qui arrête, qui établit des frontières étanches dans la production littéraire. Vous savez, c'est comme le nuage de Tchernobyl qui s'est arrêté aux frontières de la France. Bon, comme si l'histoire littéraire s'arrêtait aux frontières du roman, etc., comme si c'était des sortes de lignes
parallèles et qui ne se croiseraient jamais. Donc, indépendamment de la réflexion théorique sur la notion de genre, je répète ce que je disais, l'approche générique est une approche qui forcément casse l'historicité, casse la réflexion historique, me semble-t-il. Ne parlons pas de la triade poésie, théâtre, roman. On fait tous des programmes universitaires là-dessus, hein, de poésie, théâtre et de roman, mais qui est une, j'allais dire, une chose un petit peu bizarre, parce que d'une part, le théâtre est une évidence, mais le théâtre est une pratique culturelle, c'est une pratique de spectacle avant d'être une réalité littéraire, et le considérer comme tragédie, comédie, vaudeville, ce sont des genres littéraires. Et le théâtre n'est ni un genre, ni un hyper-genre littéraire, c'est autre chose. Et évidemment, le traiter comme genre littéraire, c'est aussi méconnaître la question que pose le théâtre à la pratique de l'écriture, ou méconnaître le lien qu'a le théâtre du XIXe siècle ou d'avant avec d'autres pratiques de spectacle, aujourd'hui, comme le cinéma ou autre chose, etc. Et puis le roman, on le sait bien, a longtemps été un genre secondaire, ça n'a même pas été un genre littéraire, un genre secondaire. Je dirais même que ça a été longtemps un non-genre littéraire, parce que, je voudrais en dire un mot à ce propos, le genre est d'abord une catégorie rhétorique et non pas littéraire. Et là aussi, il y a une sorte de fausse évidence qui vient, je dirais, de la tradition aristotélicienne. Depuis la poétique d'Aristote, on dit voilà, Aristote a créé le genre et on a cessé de creuser cette organisation des genres telle qu'elle est développée dans la poétique d'Aristote. Là encore, je crois qu'il faut se méfier du modèle aristotélicien pour diverses raisons. Pour la première, mais ça j'ai pas le temps de développer, mais il s'agit pour Aristote d'élaborer une théorie globale des arts. Peinture, musique, danse et poésie. C'est pas une théorie des genres littéraires, c'est une théorie des pratiques artistiques. Bon, je laisse ça de côté, ça m'entraînerait trop loin si je continuais dans cette voie-là. Mais je dirais plus simplement que depuis Aristote et en gros jusqu'au XVIIIe siècle, le terme de genre va globalement tomber en désuétude. On parle de type de texte, bien sûr. Dans les arts poétiques, on dit voilà, il y a des sonnets, il y a des ceci, mais la réflexion sur le genre qui, chez Aristote, est pensée sur le modèle des sciences naturelles et de l'organisation du vivant, va disparaître, pour l'essentiel, avec quelques usages résiduels. Mais en réalité, le mot genre pour désigner des objets discursifs jusqu'au XVIIIe siècle, ces emplois de mots genre sont de trois ordres, soit pour opposer genre masculin, genre féminin, tel qu'on l'utilise encore aujourd'hui, soit pour désigner les catégories de l'éloquence, on parle du genre délibératif, le genre judiciaire, le genre républicain, soit pour désigner les genera dicendi, les genres de parole, les niveaux de langue. De toute façon, dans tous les cas, le genre, je le disais, est une notion rhétorique et non littéraire. Le genre, c'est dans la tradition occidentale et dans la tradition classique le moyen de réglementer les modes d'intervention discursif. D'abord pour des raisons, je dirais, de police sociale. Si on parle en public, c'est pas la même chose qu'en privé. Si on est dans un espace sacré, c'est pas la même chose qu'un espace profane, et ainsi de suite. Si on fait une conversation, c'est pas la même chose qu'un discours et qu'un monologue. Donc il s'agit d'apprendre la parole publique, on la réglemente, et évidemment, pour apprendre la parole publique, on utilise des exemples textuels, et donc on emprunte ces exemples à la poésie, à Cicéron, ou à l'éloquence, ou à Virgile, etc. Donc la littérature entre dans la théorie des genres par les exemples qu'il fournit à la rhétorique, mais on ne peut pas parler, à proprement parler, de genre littéraire. C'est pourquoi le roman est un non-genre, parce que le roman ne se dit pas, il se lit. Il se lit, c'est pourquoi aussi les premiers modèles de romans, c'était des romans qui, en quelque sorte, mimaient des actes discursifs, des actes rhétoriques, du genre le roman épistolaire, ou le roman à tiroir, qui est une sorte de roman conversationnel, les faux mémoires, etc. Ce sont des mises en scène fictionnelles de situations rhétoriques, de situations discursives. Et progressivement, bon, on va dire que le roman est un genre, mais ce sur quoi je voulais insister, c'est cette origine rhétorique du genre, et aussi cette origine rhétorique du discours sur la littérature tel qu'il s'est développé
à l'école, et j'y reviendrai. Je note d'ailleurs que ce soit Lançon dans ses textes théoriques ou Victor Hugo dans ses préfaces, ils ont toujours soin de distinguer la forme et le genre. Lorsqu'ils parlent de ce que nous appelons nous maintenant des genres, ils disent que ce sont des formes littéraires. Et le genre, c'est ce que Victor Hugo appelle avec mépris le genre scolastique, c'est le genre tel qu'il se fige, tel qu'il se cristallise dans une tradition. Tradition à laquelle contribue l'école pour lui apporter une autorité, mais jamais le genre, ni chez Lançon ni chez Hugo, n'est considéré comme une forme esthétique, mais simplement comme une réalité sociale. Donc voilà ce que l'on peut dire. Le genre, c'est un objet qui est défini par l'école, transmis par l'école et défini de façon prescriptive. Il y a une autre variante du genre qui apparaît avec les industries culturelles à partir du XIXe siècle, c'est le genre comme, je dirais, une niche éditoriale. Il y a un marché pour. On aime le roman policier, on aime bien les romans qui se passent sur des bateaux, le roman maritime, etc. On peut aimer le roman sentimental. Actuellement, la nouvelle niche éditoriale en matière de roman, c'est le roman de maladie. Depuis 5-10 ans, il y a toute une... En France maintenant, on fait on est en train de passer en revue toutes les maladies orphelines et pour faire des best-sellers, mais on ne peut pas dire j'attends la thèse, il va y avoir la thèse sur le genre du roman de maladie, mais qu'apporte la notion de genre? Sinon identifier, encore une fois, un créneau économique. Donc voilà ce que l'on peut dire. Il y a une réalité prescriptive et rhétorique, il y a une réalité culturelle et relevant d'une société consumériste. Donc le genre existe, des genres existent, je dirais, mais ce n'est pas si important, et il ne faut évidemment pas tomber dans le délire taxinomico-scolastique que dénonce, à juste titre, Jean-Marie Schaeffer, une réflexion qui m'avait frappé dans son livre sur le genre littéraire. Cette idée, c'est la pensée magique. Je nomme un genre, et puisque je le nomme, il existe. Ça ne suffit pas tout à fait pour un historien. Donc, je crois qu'il faut prendre ses distances en tant qu'historien sur ces objets culturels, que sont les genres, et que l'histoire littéraire traverse. Deuxième notion avec laquelle j'ai pris mes distances, c'est la notion d'auteur. Alors, un grand historien français de l'époque moderne, Christophe Charles, a l'habitude de reprocher à l'histoire littéraire d'en être resté à l'histoire des grands hommes. Il explique, nous historiens sérieux, on sait bien qu'on ne fait pas l'histoire de Charlemagne, de Louis XIV, de Gaulle, etc. L'histoire repose sur des lignes de force sociales, économiques, collectives, autres, et que l'histoire des grands hommes, c'est bien pour le grand public, mais ce n'est pas une façon sérieuse de faire de l'histoire, et dit-il. En histoire littéraire, ce devrait être la même chose. On devrait faire des livres sur Victor Hugo, Proust, etc. pour le grand public. Et si on veut vraiment que l'histoire littéraire soit une discipline universitaire, on doit mettre entre parenthèses la catégorie du grand homme. Il est bien évident que l'émergence du réalisme est visible à travers l'œuvre de Balzac, mais ces raisons profondes, les lignes de force qui amènent cette révolution, n'a rien à voir avec Balzac comme individu. Alors évidemment, il s'agit là d'une formulation outrancière et que nous, littéraires, nous ne pouvons pas recevoir, pour une raison très précise, c'est que depuis la plus haute antiquité et depuis Homère, je dirais, l'idée même de littérature fait corps avec celle de grand homme et de grand écrivain. Tout simplement parce que la littérature, d'ailleurs, est une sorte de laïcisation, je dirais, du culte religieux, et que donc on a héroïsé l'écrivain parce qu'on est passé de Dieu aux hommes, et que donc le grand écrivain est l'incarnation d'une civilisation collective, et que si on gomme cette catégorie du grand écrivain, on manque la notion même de littérature. En revanche, il faut historiciser évidemment cette notion d'auteur, il faut réfléchir à son statut social, il faut aller vers ce que Foucault appelait la fonction auteur. Bon, ce sont des choses que l'on fait de plus en plus, donc je n'y assiste pas, les stratégies autoriales, etc. Surtout, il faut, me semble-t-il, que l'auteur soit un point d'application de l'histoire littéraire et non pas
un instrument d'explication. Par exemple, je reviens au moment 1830, qui correspond à une période de spécialité. Il se passe autour de 1830 des mutations très profondes et très brutales de la société française, qui fait de 1830, je dirais, une sorte de mai 1968 du XIXe siècle, avec des phénomènes équivalents dans les médias, naissance du réalisme, d'un parti pris artiste, de la fantaisie, de la critique du politique, etc. Il me paraît indiscutable que dans ce contexte, Hugo et Balzac sont ceux qui ont le mieux cristallisé dans des œuvres littéraires cette évolution. En revanche, on doit expliquer ces mutations sans avoir besoin de Hugo et de Balzac. Je veux dire que l'histoire littéraire doit aller jusqu'aux auteurs, mais elle ne doit pas passer par les auteurs. Bon, je travaille essentiellement sur des grands auteurs que j'admire, Hugo, Baudelaire, Balzac, Rimbaud aussi. Je n'ai pas le sentiment, quand je travaille sur ces auteurs, d'être historien de la littérature. Et je dirais que le plus difficile, c'est que n'est pas théorique mais pratique. Nous devons, nous, être schizophrènes. C'est-à-dire qu'on fait de la critique littéraire et de l'histoire. Bon, c'est très banal de dire ça. Mais il est vrai que le plus difficile est que nous avons forcément ces deux pratiques. Et parce que nous sommes payés pour lire les textes avec des étudiants. Et pas pour leur faire cours d'histoire littéraire. Mais lorsque nous accompagnons les étudiants dans la compréhension des textes littéraires, nous ne faisons pas d'histoire littéraire. Et il faut toujours se rappeler cette distinction, ce qui encore une fois est compliqué, parce que c'est une sorte de schizophrénie institutionnalisée, mais il faut l'assumer. Dernière notion, qui est peut-être celle contre laquelle je me suis élevé en premier, c'est la notion de public. C'est tout un renouveau de l'histoire littéraire, je pense à l'esthétique de réception ou à d'autres choses, à partir de la notion du public de la littérature qui interagirait avec la littérature, les textes, les auteurs, etc. Et cette notion m'a toujours paru extraordinairement floue et métaphorique. Qu'est-ce que ça veut dire? N personnes, N milliers, millions de personnes lisent une œuvre en des moments différents, des lieux différents. Qu'est-ce qui les constitue comme public? Et que veut dire le mot de public dans ce cadre-là? Je rappelle qu'il y a 4 acceptions possibles et reçues de la notion de public. La première, lorsqu'on dit livrer une œuvre au public, dans la langue classique, celle du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, c'est le public au sens de la chose publique, de l'espace public. C'est le peuple, si vous voulez, c'est l'équivalent, c'est le corps politique, c'est une entité politique indivisible. On sort de l'espace privé pour le délivrer au public, on le met sur la place publique, mais ça ne désigne pas un ensemble de personnes, ça n'a aucune caractéristique sociologique. Autre définition qui apparaît à peu près au même moment, et qui probablement va contaminer la littérature, lorsque on se préoccupe du public, lorsqu'on s'appelle Corneille, Racine, Beaumarchais, Marivaux, par exemple, vous voyez où je veux en venir, on parle du public du théâtre. Alors, le deuxième sens, c'est qu'est-ce qu'un public? C'est un ensemble de personnes librement réunies, mais constituées effectivement comme public. Et c'est pourquoi la naissance de l'écrivain Viala, bon, c'est au théâtre qu'apparaît le premier une revendication je dirais, professionnelle de l'écrivain, parce que c'est pour le théâtre que le bourgeois, la bourgeoisie se constitue en public, dans le théâtre parisien, et exerce sa fonction de public. Mais lorsqu'une pièce est présentée à la cour, c'est pas du public, puisqu'on est invité, tout le monde n'a pas le droit d'être à la cour. Donc je répète, le public, dans cette acception-là, suppose deux choses: la constitution effective d'une assemblée et une assemblée librement constituée. Et de fait, on voit dans les premiers emplois du mot au début du XIXe siècle, le mot de public avoir soit le sens politique utilisé par Anne de Staël, soit le sens du spectacle. Et puis il y a une sorte de confusion qui se fait à l'époque parce que le théâtre est, je dirais, l'activité culturelle dominante, et que la plupart des écrivains, comme Hugo ou d'autres, songent au théâtre. Et que le mot de public va passer, je dirais, insensiblement à la littérature, mais en connaissant là une extension beaucoup plus problématique.
Et pourquoi il le fait? Il le fait aussi parce qu'il apparaît un nouvel acteur dans l'histoire littéraire, on en a parlé, c'est la presse. Gabriel Tarde, qui est sociologue français de la fin du XIXe siècle, se pose la question que je pose ici. Peut-on parler d'un public de la littérature? Il dit non. Public du livre, non, c'est pas possible, les gens ne disent pas en même temps, ils ne se connaissent pas, etc. En revanche, on peut parler du public pour le journal. Parce que tous les lecteurs d'un journal ne se connaissent pas, mais tout le monde sait qu'en gros, on lit la même chose au même moment. C'est que la simultanéité et l'universalité de la diffusion du journal à la fin du XIXe siècle, qui est le grand âge de la presse, fait qu'il y a l'équivalent d'un public, une opinion publique se constitue grâce à l'universalité et l'instantanéité, la simultanéité de la diffusion du journal. Et ça, c'est déjà ce qu'avait dit Habermas dans l'espace public, c'est-à-dire que ce qui constitue l'espace public littéraire en espace public politique, c'est la presse. La presse en Angleterre d'abord au XVIIIe siècle. Et j'insiste sur ce point, et je le dirai d'une formule, là où l'on pense très souvent en littérature, on ne voit pas qu'il s'agit de presse et de médias. Par exemple, il n'y a pas d'événements littéraires. Tous les événements littéraires dont on croit qu'ils sont des événements littéraires sont des événements médiatiques. La bataille d'Hernani, 1857, la condamnation de Baudelaire, etc. C'est le journal qui constitue désormais le fait littéraire en événement. Et ce n'est pas quelque chose d'accidentel. C'est quelque chose qui renvoie profondément à la nature du public et qui détermine le rôle des médias dans les mécanismes mêmes de l'évolution littéraire. Voilà, bon, donc j'ai commencé les réflexions avec une série de méfiances de cet ordre. J'ajouterai une réserve aussi. Sociologie littéraire et sociocritique, ça me semble deux volets très importants. La sociocritique ne suffit pas. Je crois que c'était aussi un détour qu'a pris longuement l'histoire littéraire, parce qu'il y avait des progrès réalisés en termes de critique littéraire grâce à la poétique, grâce au structuralisme, etc. Et on a cru longtemps en France que pour faire de l'histoire littéraire, il suffisait de faire une lecture historique des textes littéraires. Au fond, si l'on trouvait, il suffisait de faire de l'herméneutique, si vous voulez, historique ou sociale, pour faire de l'histoire littéraire. On a considéré que l'historicité de la littérature résidait tout entier dans son mode de représentation du monde et dans la manière dont elle était capable de transformer en signe textuel l'histoire, l'idéologie, le monde, etc. Donc l'œuvre littéraire serait un système sémiotique particulièrement complexe et performant, et nous, spécialistes d'histoire littéraire, notre rôle serait de faire cracher au texte littéraire cette historicité qui serait incluse dans les mailles du texte. Alors évidemment, ça me semble absolument capital. Les progrès réalisés en matière de critique littéraire grâce à cette herméneutique, bon, ça va de soi. Les progrès les plus spectaculaires depuis une cinquantaine d'années découlent, je crois, de ce regard porté sur les textes. Mais quatre objections. La première, c'est qu'au fond, ça a permis, alors en France particulièrement, de recycler ce que nous avons fait le mieux, c'est l'explication de texte. C'est qu'au fond, c'est pas la peine de faire de l'histoire, pas la peine de faire de la sociologie, de regarder ce qui se passe, etc. On peut continuer à briller en faisant de belles explications, puisqu'on est formé pour ça, et à faire des exercices face à 20 lignes de poésie ou de prose, et que donc il y a eu un effet assez négatif, au fond, on fera de la vraie histoire après. Faisons d'abord plaisir à faire des explications. Bon, ça c'est une sorte de réserve, je dirais, d'ordre moral, c'est pas très important. Mais ça a aussi confirmé la tendance française à se contenter d'une approche monographique des auteurs. Au fond, on prend Balzac et on montre à quel point Balzac dit tout sur la société, donc pas la peine de regarder la société puisqu'on a Balzac. Et il y a eu un usage, un effet de resacralisation, de panthéonisation des grands auteurs au nom d'une histoire littéraire qui prétendait s'ouvrir sur le monde. Alors c'est quand même bien pour comprendre le roman à l'époque de Balzac, de lire un petit peu
romans feuilletons, j'ai su les journaux, les nouvelles, enfin ces choses-là, et pas seulement Balzac. Troisièmement, et là je reprends une critique qui est développée en particulier par Marc Angenot, qui je dirais en matière de sociocritique serait peut-être ma référence théorique principale. Cela ne résout pas la question, pourquoi la littérature aurait-elle une aptitude supérieure à dire le réel? Est-ce que l'on n'était pas amené à renouveler ce privilège accordé traditionnellement à la littérature, à lui reconnaître hors de toute considération historique une nature supérieure aux autres productions textuelles? Et c'est pourquoi j'ai toujours trouvé très féconde la notion de Marc Angenot de discours social. Le discours social, et à l'intérieur de ce discours social, il y a le discours littéraire qui est fait de textes littéraires. Dernière réserve, ou avant-dernière, j'en ai 5. Dernière, c'est l'ignorance des modes de production et de circulation concret des textes. La littérature n'est pas faite de textes. La littérature n'est pas faite de texte. Le texte est une invention scolastique. Je rappelle que le texte, à l'origine, le texte, ça nous vient de la scolastique du Moyen-Âge, c'est l'extrait des Écritures saintes que l'on commente, dont on fait le commentaire en chair à l'Église. Donc le texte, c'est de l'écrit donné au commentaire. Donc le texte, c'est la littérature. J'allais dire pour professeur, si je sors du contexte religieux, mais vous ne verrez jamais un Baudelaire, un Flaubert dire « Ah, j'ai fait un beau texte !» J'ai écrit une belle ligne, un poème, un bon roman. Donc méfions-nous de la catégorie de texte. En revanche, il y a des livres. Il y a des livres, il est important de savoir si ce poème-là a été lu dans un salon, imprimé dans un journal, recueilli en volume, etc. Les objets littéraires sont soit on les conçoit comme des objets discursifs, soit comme des formes de communication liées à des modes de communication déterminés dans l'espace et dans le temps. La cinquième objection à l'égard de cette herméneutique sociale, et c'est peut-être la principale à mes yeux, c'est que, objectivement, ça favorise évidemment les textes qui le disent le plus possible sur la société. On voit bien que ça correspond à, je dirais pas le rôle hégémonique, mais en tout cas majoritaire, qu'a pris l'analyse du roman ou de la prose fictionnelle dans la réflexion sur l'histoire littéraire. Parce que c'est vrai qu'un roman de Balzac ou un roman de Flaubert, ça en dit plus sur la société qu'un poème de Lamartine, par exemple. Prenez l'exemple, je prenais au début la question du vers, la versification qui est un de mes dadas. En termes d'herméneutique sociale, qu'est-ce que l'on peut dire sur la pratique de la versification? Et c'est vrai que pendant très longtemps, on ne s'est pas posé la question. Moi, la plupart des travaux sur Baudelaire, qui est mon auteur de prédilection, je lis des choses sur les fleurs du mal, je ne sais même pas que c'est des vers. De temps en temps, on dit à la rime, il y a des rimes, il est un peu bête, il fait compte jusqu'à 12. On a l'impression que les poètes sont des prosateurs qui simplement savent compter jusqu'à 12 et savent reconnaître des sons à la fin des vers. Mais pourquoi ils font ça? J'ai le sentiment qu'on ne se pose pas la question. Et on se la pose tellement peu qu'on a décidé depuis une dizaine d'années de faire du Spleen de Paris le chef-d'œuvre de Baudelaire. Ce qui, indépendamment du jugement de valeur, fait qu'à oublier que Baudelaire, ce sont les fleurs du mal et les Spleen de Paris découlant des fleurs du mal. Enfin, bref. Donc voilà, il y a des tas de réalités artistiques qui sont absolument déterminantes, dont on ne parle pas parce qu'elles n'entrent pas dans la logique de cette herméneutique sociale. Et ça a évidemment des effets assez importants sur la conception même du littéraire, de la littérature que l'on se fait. Ça aboutit aussi en France à ce grand paradoxe que nous, littéraires, universitaires de littérature, on étudie de moins en moins les textes, on laisse ça aux stylisticiens, aux linguistes. Nous parlons de ce qu'il y a dans les textes, au fond, cette grande idée romantique de ne pas séparer le fond et la forme, c'est en train de se dédicter une sorte de silence complice, où il y a des gens qui s'occupent du fond, et d'autres qui s'occupent de la forme. Bon, il y a évidemment une chose absolument capitale qu'il faudrait prendre en compte, bien entendu, c'est qu'entend-on par littérature? Enfin, de l'histoire littéraire, si on n'est pas d'accord sur cette chose, c'était Genève, je crois, qui a écrit un jour à question bête, réponse bête. Oui, c'était une plaisanterie et une boutade. Donc, on ne peut pas être spécialiste d'un objet qu'on se refuse à définir.
Je n'ai pas le temps, je crois, hein, de me lancer dans la définition de la littérature. Je dirais, pour essayer d'aller à l'essentiel, oui, je reviendrai juste d'un mot sur deux choses. La première, toujours, c'est dans cette définition de la littérature, où on renvoie généralement à la poétique d'Aristote, on se pose la question des rapports entre la poésie et la littérature, mais on admet assez volontiers qu'au fond, on a dans la poétique d'Aristote, dans sa définition de Mimésis, l'esquisse d'une définition aménageable de la littérature. Bon, sans aller trop loin dans cette voie-là, je dirais simplement que, là encore, la postérité de la poétique d'Aristote, notamment sa réception chez les spécialistes modernes de poétique, me semble avoir faussé le débat, ne serait-ce que parce que, en termes d'histoire, la poétique a eu beaucoup moins d'importance qu'on a voulu le dire a posteriori. Bon, la poétique est relativement, vous savez, elle était en grande partie redécouverte à la Renaissance, et elle a servi à refonder la pratique théâtrale. Il n'empêche que le traité d'Aristote, qui est déterminant dans la constitution, je dirais, de notre tradition littéraire, c'est la rhétorique. C'est-à-dire l'apprentissage du dire, c'est-à-dire la doctrine aristotélicienne qui renvoie à la conception communicationnelle de la littérature. Ou plutôt, c'est Magno qui le dit d'ailleurs aussi, il y a toujours une sorte d'ambiguïté entre poétique et rhétorique. Vous voyez bien que si vous prenez les traités d'art poétique de la Renaissance, en gros, qu'est-ce qu'ils disent, hein, 3 parties, inuentio, dispositio et locutio. Les traités de poétique se fondent sur la rhétorique, sur les catégories de la rhétorique et non pas sur celles de la poétique. Donc, j'en resterai là sur ce point. La question du rapport entre littérature et rhétorique, c'est quelque chose de fondamental, de compliqué, et en tout cas qui nous amène à être prudent en matière de définition de la littérature. Deuxième chose que je voulais dire à ce propos, cette idée que la littérature serait née, là encore, d'une sorte d'émergence à l'époque moderne. On serait passé des belles lettres traditionnelles, conception belle-lettriste, à la littérature intransitive, enfin, littérature reconnue telle qu'en elle-même, un petit peu de la manière avec laquelle on avançait au vers pour comprendre ce qu'était l'essence de la poésie. Là encore, dit comme ça, on reconstruit l'histoire, pour le dire gentiment. Ce que l'on peut dire sur la longue durée, c'est qu'il y a toujours eu, depuis l'âge classique, un antagonisme entre une conception purement rhétorique et ornementale de la littérature, ce qu'on appelait les belles lettres, et au contraire une insistance, je dirais, qu'on dirait sur le fond, sur des œuvres qui parlaient du monde, de philosophie, etc., ce que Madame de Staël appelle la littérature. Il y a une tension entre une conception, je dirais, artistique et une conception philosophique de la littérature. Et de ce point de vue, la littérature intransitive, elle est beaucoup plus proche des belles lettres de l'âge classique qu'on le croit. La littérature appartient à cette conception esthétique, artistique de la littérature, par opposition, par exemple, à ce qu'était le romantisme au début. Le premier romantisme, celui de Madame de Staël ou de Stendhal aussi, c'est dire c'est quoi la littérature? Ce sont des textes qui parlent aux lecteurs de ce qui les intéresse. Quant à la manière de le faire, peu importe. Mais c'est bien la question du contenu, c'est bien l'intérêt, au sens le plus général, l'intérêt de la chose écrite pour un public qui constitue la littérarité. Donc il est faux de dire que la modernité est un processus d'essentialisation de la littérature. Je dirais c'est un peu l'inverse. Madame de Staël, qu'est-ce qu'elle dit dans son De la littérature, nous sommes en 1800, tant qu'on était sous les despotes, comme on appelait les rois à ce moment-là, évidemment, on ne peut pas parler philosophie, de choses sérieuses, qu'on n'a pas le droit. Donc faisons des poèmes et des romans, on se fait plaisir à défaut. Maintenant qu'on est en République, il s'agit de penser. Et pour Madame de Staël, la littérature n'est rien d'autre que l'alliage de l'éloquence et de la philosophie. C'est mettre, c'est exactement l'alliage de la rhétorique, de la logique d'Aristote, si vous voulez, mettre l'aptitude à convaincre au service de la vérité. Donc on est très très loin de la conception de la littérature dont on croit qu'elle est au contraire issue de l'après-révolution. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité si on essaie de suivre historiquement les choses? En gros, après la Révolution, enfin, on est dans le monde de la littérature moderne, ce sera une littérature où l'on pense.
sur le modèle du romantisme allemand. Il s'agit de penser le monde. Penser Dieu, penser le réel, penser la société, penser. Et puis, ce qui intervient et qu'on ne prévoyait pas, ça a été, à partir, disons, du milieu du XIXe siècle pour dire vite, autour de 1830 en France, l'émergence d'un marché public du livre, d'une massification de l'édition, l'émergence de ce que Sandel appellera la littérature industrielle, c'est-à-dire une redéfinition de la littérature en termes, je dirais, de divertissement. Il faut divertir un public, et un public, ce public de la bourgeoisie issu de la Révolution, qui n'a pas les codes culturels, etc. Donc la véritable rupture, elle est à ce moment-là. Elle est le moment où l'on rencontre, en effet, cette réalité nouvelle que sont les industries culturelles. Et donc il y a ici l'opposition, non pas entre une conception artistique de la littérature et une conception élargie, mais entre une conception élargie intellectuelle qui devait s'imposer et une pratique sociale qui ramène la littérature au divertissement et contre laquelle désormais un certain nombre d'écrivains vont lutter lorsqu'ils ne veulent pas accepter cette nouvelle règle du jeu. À quoi s'ajoute au même moment en France la naissance des sciences sociales dans l'espace universitaire, avec une vraie psychologie, des vrais économistes, etc. Et la littérature qui a vocation, au fond, c'est quoi? La littérature a vocation à parler de tous les savoirs qui ne sont pas pris en charge par des institutions spécialisées. Il est bien évident qu'à mesure que l'université se constitue, elle prend à la littérature ses objets habituels, et il va rester à la littérature de plus en plus, en effet, la poésie et la fiction, et le domaine de la réflexion va lui échapper parce que nous commençons à exister, je veux dire, nous universitaires. Et enfin, troisième étape dans cette redéfinition de la littérature en France, c'est, j'en ai déjà parlé, sous la Troisième République, où la littérature est utilisée comme fondement, comme socle de la nouvelle unité républicaine, et pour que la littérature soit ce ciment, ni un ciment, ni la littérature se substitue à quoi? D'un côté, à la croyance religieuse pour la droite catholique et monarchiste, de l'autre, à la tradition révolutionnaire pour les républicains socialistes, ce doit être un ciment neutre, idéologiquement. Et donc, il y a une neutralisation, si vous voulez, intellectuelle de la littérature, qui va aboutir à la laïcité, mais qui, là encore, va contribuer de façon décisive à cette définition artistique, esthétique de la littérature qui apparaît en effet à cette époque et qui aboutit à cette grande triade, roman, théâtre, poésie, qui est celle sur laquelle nous vivons encore maintenant. Voilà, mais si on laisse de côté ces notions, ces évolutions historiques, on doit s'en tenir à une définition sociologique simple qui, je crois, je n'ai pas le temps de faire la démonstration, mais est admissible par tous. Un texte littéraire, la littérature, c'est tout texte à destination aléatoire, c'est-à-dire qui s'adresse au public, et qui ne vise pas un public ou des lecteurs spécialisés. Donc tout ce qui est dans l'espace public, tout texte mis dans l'espace public, est un texte littéraire, à condition évidemment de ne pas avoir de visée pratique immédiate. Une recette de cuisine n'est pas en soi un texte littéraire, sauf si on décide de le lire comme tel. Mais ensuite, ça dépend des époques. Il y a des époques où ces textes mis dans l'espace public, comme au XVIIIe siècle, sont essentiellement des essais, des ouvrages de réflexion, d'argumentation et un peu de roman. À d'autres époques, ce sera de la fiction, etc. Mais d'un point de vue purement sociologique, j'y insiste, ce sont des textes qui circulent dans l'espace public. Quand je dis texte, je veux entendre, j'utilise le mot, je veux dire que ce n'est pas du discours. Pour qu'il y ait littérature, il faut qu'il y ait prise de conscience, je dirais, de l'épaisseur discursive du message. Si je parle directement à un public, je ne fais pas de la littérature. Si j'écris et que je réfléchis à la manière d'écrire, je textualise ce que j'écris et il en acquiert une épaisseur, je dirais, formelle, du fait même de ce que Derrida appelait cette différence, cette distorsion, ce temps passé entre la production
et la réception. Voilà, c'est ce qu'on peut appeler, ce que j'appelle la textualisation du discours littéraire, qui fait prendre conscience qu'on a affaire à un objet artistique virtuel. Mais d'un point de vue sociologique, je le répète, la destination ouverte et l'absence de visée pratique suffit à caractériser l'ensemble des textes littéraires, toutes époques confondues. Alors à partir de cette notion-là et de ces réflexions-là, j'aurais dû arriver plus vite à cette étape-là, mais il fallait bien que je commence par un certain nombre de rappels ou mises en garde. J'ai développé en effet une théorie d'histoire littéraire que j'esquisserai très rapidement, j'ai ma montre sous les yeux. Bon, je ne fais que donc énoncer des principes. Le premier, c'est que, évidemment, l'analyse de la littérature ne peut se faire qu'en termes systémiques. Et ça, c'est vrai depuis les formalistes russes, et tout, qu'on s'intéresse au vivant, qu'on soit sociologue, biologiste, etc., il est bien évident que le fait littéraire étant un fait social relève d'un système systémique, c'est-à-dire l'analyse d'un système d'interaction entre des éléments à l'intérieur d'un système. Bon, dire ça, ça ne mange pas de pain, c'est dire une évidence, c'est vraiment le b.a.-ba de l'étude de tout fait social. La question est de savoir comment on constitue évidemment ce système. Alors si j'avais le temps, je prendrais mes distances assez sensibles à l'égard du système d'analyse de la littérature qui est le plus à la mode actuellement en France depuis quelques décennies, c'est le système issu de la sociologie de Bourdieu. Donc je ne ferai pas, il me faudrait quand même beaucoup de temps pour oser faire la critique de ce modèle-là, mais en tout cas pour dire vite, ce n'est pas le mien pour de nombreuses raisons dont j'essaie de rendre compte assez longuement dans mon livre sur l'histoire littéraire. Donc en tout cas, approche systémique. Deuxièmement, le système littéraire est un système de communication littéraire. Et parce que c'est un système de communication littéraire, il se situe à l'intérieur d'un système beaucoup plus vaste qui est celui de la communication sociale. Nous sommes dans la société un ensemble de communication par l'image maintenant, la télévision, communication, tout simplement la communication aussi par les routes, communication par l'école, communication politique, puis la communication littéraire est à l'intérieur de ce système de communication. Et j'en ai appelé il y a bien longtemps une révolution copernicienne de l'histoire littéraire, parce que même ceux qui font de l'histoire littéraire avec le plus de bonne volonté pour prendre en compte ce qu'il y a autour de la littérature, ont toujours tendance à penser que le monde tourne autour de la littérature. Donc on s'intéresse au rapport entre la littérature et la science, la littérature et la politique, etc. On étudie les rapports entre Flaubert et les savoirs, par exemple, comme si Flaubert c'était la chose centrale dans la culture de son temps, alors que Flaubert ne sait rien par rapport à ce qui se passe au niveau de la transformation des sciences, des technologies, etc. Donc le plus important, lorsqu'on étudie les interactions entre la littérature et le reste, c'est voir où se situe la littérature dans l'espace général. Il y a des moments où la littérature est centrale, d'autres où elle l'est moins, et sa position dans l'espace, bien sûr, dans l'espace social, a des effets absolument décisifs pour l'histoire littéraire. Donc toujours penser à ces interactions, et d'autre part, donc, autre proposition, il faut distinguer ce qui est le système textuel, le système des formes, des genres, et le système social. On peut abstraitement, pour mon époque monarchie étudier la poésie, le roman, etc. Mais la réalité historique, elle est en amont. La réalité historique, c'est le système des agents, des institutions, des attentes, des lecteurs, etc., qui fait qu'il y a ce système formel. Et donc c'est pourquoi je proposais pour le système textuel de parler d'un quasi-système. Ce n'est pas le vrai système, le système est social. Ne jamais oublier que lorsqu'on étudie des textes, on ne peut en trouver, je dirais, les causes historiques, on ne peut en rendre compte historique qu'en sortant de cette réalité textuelle, qui va y revenir, bien sûr. Alors quant au système social lui-même, bon, je ne vais pas, mais en gros, là encore, ça ne mange pas de pain de dire qu'il y a trois fonctions majeures qui interviennent, ce qu'on peut appeler la fonction créatrice. Évidemment, ce sont les auteurs, je vais vite, ça c'est ce qui est le plus souvent utilisé. Il y a tout ce qui relève du commentaire. Le commentaire naît en même temps que la littérature. Il y a une interaction permanente entre la production textuelle et le discours sur la littérature. Le commentaire sous ces trois formes,
un commentaire scolaire, bon, qui remonte à la bibliothèque d'Alexandrie et bien avant. Il y a toujours, presque dès l'origine, des institutions qui ont eu en charge le discours sur la littérature et dont le rôle est sans doute le plus important, puisque c'est celui qui se fait sur les jeunes, donc au moment où se constituent les catégories esthétiques et les formes de sensibilité. Et à côté, il y a le commentaire mondain, celui qu'on fait, par exemple, dans les salons de l'âge classique, et apparaît à partir du XVIIIe siècle le commentaire médiatique, qui est une autre forme de commentaire, et désormais, nous avons un système de commentaires où il y a une interaction constante entre ces trois formes, donc fonction créatrice, fonction relevant du commentaire, et fonction que j'ai appelée socio-économique, qui assigne à la littérature sa place dans le système général des biens culturels, avec deux grands modèles, bien sûr, celui autour du mécénat et qui suppose l'existence de réseaux restreints pour assurer le mécénat, et d'autre part, le système constitué autour du droit d'auteur, qui non seulement assure la rémunération économique de l'écrivain, mais lui donne sa légitimité aussi culturelle. C'est presque aussi important. Maintenant, c'est l'éditeur qui publie un écrivain qui fait que ce texte devient une œuvre littéraire. Voilà, à partir de ces quelques points, on peut considérer qu'il y a deux grands systèmes de communication littéraire. Un système en réseau, qui est le système qui correspond au mécénat traditionnel et qui a été dominant pendant l'Ancien Régime, et puis un système, donc système en réseau, système réticulaire, ou un système public reposant sur l'existence d'un marché public tel qu'il s'institue à partir du XIXe siècle. Mais, avec un grand mais, il n'y a aucune raison de penser, comme on le fait à partir des notions de Bourdieu, que le système public est plus autonome ou produit plus d'autonomie que le système en réseau. Il n'y a aucune raison de penser que le poète de la Pléiade, en tant que poète, dans sa pratique artistique, soit moins autonome que le poète qui n'arrive pas à placer ses livres auprès d'un public qui n'a pas envie de lire de poésie, comme c'est le cas à l'époque de Baudelaire. Ce sont différents systèmes d'organisation, et il faut distinguer l'indépendance de l'individu, parce qu'il subit ou non, etc., de l'autonomie de la pratique littéraire en tant que telle. C'était mon premier mais. Le deuxième mais, ces deux systèmes n'existent jamais à l'état pur, bien entendu. Alors le cas le plus évident, c'est le XVIIIe siècle. Vous avez vraiment un système bipolaire, vous avez un système reposant sur le mécénat pour les gens les plus légitimes, et puis à côté, le contestant, le système de la librairie du XVIIIe siècle, système extrêmement prospère et qui permet la diffusion d'autres textes. Et c'est peut-être l'époque où les deux systèmes ont le mieux coexisté. Et les 18e ont toujours ils ont raison de souligner la qualité du fonctionnement de la vie littéraire, par différence, par exemple, avec le XIXe siècle, où pour autant, il y a du mécénat aussi. On ne peut pas imaginer une activité artistique sans qu'il y ait la prise en charge, je dirais, de tout ce qui est l'amont de la divulgation au public. Penser que la littérature dépend du marché ou dépend du public, c'est une vue de l'esprit. La littérature au cours du XIXe siècle, les écrivains ont constamment souffert du sentiment de solitude, de dysfonctionnement dans le fait d'être confrontés à un public si éloigné de leurs préoccupations. Qu'est-ce qu'ont fait tous les États modernes? Ils ont créé un mécénat indirect grâce au système éducatif. Voilà, le nombre d'écrivains qui sont enseignants, puis on a formé des lecteurs. La littérature française ne s'est jamais aussi bien portée que dans l'entre-deux-guerres, parce que vous avez les générations de petits-enfants qui avaient appris que la littérature c'était admirable dans l'école républicaine à partir de la fin du XIXe siècle, et qui ont acheté massivement les œuvres des grands auteurs. C'est la seule période dans l'histoire littéraire française où les best-sellers étaient aussi des grands écrivains, et tout ça vient d'un travail de fond qui est un travail politique et qui consiste à avoir nationalisé le mécénat. Donc voilà, deux systèmes qui existent et qui existent en parallèle. Bon, j'arrête là pour la description systématique. Il me resterait en 5 minutes peut-être, je voudrais quand même dire un mot de ce qui est mon domaine de spécialité, le point d'application de cette théorie.
c'est une analyse beaucoup plus précise que ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est une sorte de western que j'ai développé en quelques minutes, et je comprends tout à fait le scepticisme que cela peut susciter. C'est la loi de l'exercice, hein. Donc je vous jure, je ne suis pas fou, je ne prends pas pour le Don Quichotte de l'histoire littéraire, simplement j'essaie de résumer les choses. En ce qui concerne, en revanche, le XIXe siècle français, prendre conscience de deux phénomènes qui ont été absolument fondamentaux et je dirais décisifs dans la constitution de notre modernité littéraire. J'emploie le mot modernité, je déteste ce mot-là parce qu'on y fait dire tout n'importe quoi, mais enfin bon, c'est une sorte de manie. Bon, j'ai tort. Je voudrais dire le romantisme. Ça fait plus moderne des modernités que romantisme. Enfin, je pense romantisme. Première chose, la Révolution française. La Révolution française, on lui attribue des tas d'effets, mais il y en a un qui est très évident et qu'on oublie de souligner, c'est que la Révolution française, c'est l'effondrement quasi immédiat du système aristocratique, du réseau aristocratique, qui était le terreau de la vie littéraire jusque-là. Il n'y a pas eu beaucoup d'États en France, peut-être oui, quoi, la Russie soviétique, la Chine communiste, où un système social s'effondre totalement. Et quelles que soient les réflexions que l'on peut ajouter pour qualifier cet effondrement, il faut bien voir que le système littéraire est un système qui est consubstantiel au réseau aristocratique, au mécénat. Donc, de fait, il y a eu, c'est le seul pays au monde où ça s'est passé, il y a eu un vide. Alors, un vide, on a essayé par la Révolution et la Restauration, mais grosso modo, la machine est cassée. Il y a eu un vide qui a déplacé immédiatement sur le deuxième pied, c'est-à-dire sur le public, la fonction systémique dans la littérature. En Angleterre, ça a pris beaucoup plus de temps en amont. Eux, ils avaient coupé la tête de leur roi un siècle avant, mais ils ont été en avance d'un siècle pour ça aussi. Et dans les autres pays de l'Europe, l'évolution était beaucoup plus lente. Ça s'est fait au cours du XIXe siècle. Donc, ce qui fait la vitalité, la singularité du romantisme français, ça a été cette sorte de, je veux dire, de sacralisation du public. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y avait que le public. Et un public qui n'était absolument pas prêt à jouer ce rôle. Évidemment, les écrivains, c'est le mythe romantique, ont attendu, voilà, nous ne dépendons plus du roi, mais du peuple, et tout le public, tout le peuple va lire nos poèmes, etc. Et évidemment, cette relation idéalisée, ce mythe romantique des années 1820, ne pouvait pas fonctionner et se heurter à la réalité du marché de la culture qui se met en place à partir de 1930. Mais il faut insister là-dessus. Ce romantisme de la communication littéraire publique lié à la Révolution française et qui a assigné aux écrivains le devoir de faire des œuvres qui en même temps parlent au public, au peuple, avec les ambitions qui étaient celles de la production intellectuelle aristocratique. Il y a une sorte de tension qu'on voit chez Balzac, chez Hugo, etc., qui est tout à fait extraordinaire. Deuxième événement, cette émergence du public, ce n'est pas le public du livre, mais c'est la naissance de ce que nous avons appelé la civilisation du journal. Nous entrons dans l'ère médiatique. Or, cette entrée dans l'ère médiatique est quelque chose d'absolument capital. Et on ne la mesure pas parce qu'on est dedans. On ne se rend pas compte à quel point tout l'essentiel de notre vie est déterminé par cette culture médiatique. Culture médiatique, c'est, d'abord je l'ai dit, une culture de la représentation généralisée. Le média, c'est une institution culturelle qui, bon, les spécialistes des médias savent bien, bon, assure la médiation entre soi et le monde, et entre soi et les autres. Il y a le monde et l'autre est constamment représenté par le média. Nous entrons dans le règne de la représentation. Je renvoie à ce que je disais tout à l'heure à propos du roman, à une littérature de l'argumentation succède une littérature de la représentation. Et une culture de l'argumentation, de l'expression du sujet, se substitue une culture de la représentation. C'est absolument capital. Parce que ça signe, je l'ai dit, à la littérature une nouvelle fonction. Et ça met
la littérature dans une relation, encore une fois, oui, de représentation, de substitution du monde aux yeux du lecteur, d'où vont naître le roman, mais aussi les transformations de la poésie. Deuxième chose, c'est une littérature périodique. C'est-à-dire que alors c'est deux choses périodiques, ça veut dire que le rythme de la vie est déterminé par le retour du média. On ne s'en rend pas compte. Mais évidemment, il suffit d'avoir été un petit peu en vacances dans un pays étranger où on ne lisait pas les journaux, ni la télévision, ni la radio, et on reprend possession de son temps. Mais cette détermination du temps humain par le temps de la politique. Or, pourquoi la presse émerge? Pour rendre compte des débats parlementaires. Temps de la politique, temps de la culture. En gros, c'est quoi un théâtre? Un journal au XIXe siècle. En haut, c'est l'actualité politique. En bas, c'est les théâtres. On est rythmé par les débats à la Chambre et rythmé par le spectacle du soir. Donc cette rythmicité est quelque chose de fondamental. Et c'est ce que dénonce Balzac, où il voit effectivement une sorte de mort promise à la littérature, dans un grand texte de l'état de la littérature au XIXe siècle, où il dit le journal c'est très bien, c'est génial, c'est tout ce que l'on veut, mais dit-il, c'est un véritable holocauste où l'on va jeter pour les brûler, on va jeter dans le feu l'intelligence humaine. Pourquoi? Parce que évidemment c'est une culture de flot et que le texte génial d'aujourd'hui est effacé par le texte du lendemain. Et ce qui obsède les écrivains, ce n'est pas la dégradation par les médias, parce que les journaux sont extraordinairement exigeants et intelligents à cette époque. C'est pas du tout la presse people d'aujourd'hui. C'est le journal de 1830, c'est une très très grande exigence intellectuelle, mais quelle que soit l'intelligence intellectuelle, c'est une culture fondée sur l'éphémère. Or, rappelez-vous ma définition de la littérature suppose une destination ouverte à tout public, mais si le public est obligé d'oublier le lendemain ce qui a été publié la veille, le public se restreint quasiment à rien, puisqu'il ne dure pas. Donc, culture médiatique, culture périodique et culture collective aussi. Le journal est une œuvre collective et s'oppose à la notion d'auteur, l'auteur individuel. Il ne prend plus son temps pour écrire, puisqu'il lui est intimé l'obligation de fournir tous les jours ou tous les mois, ou peu importe. Il n'est plus là pour dire ce qu'il pense, mais pour représenter le monde, qui s'arrange pour dire ce qu'il pense comme il le peut, de façon directe, peu importe. Et enfin, il n'est pas là pour parler en son nom propre, puisqu'il appartient à une œuvre collective. Eh bien, cette révolution médiatique, elle est absolument déterminante, et c'est le point de départ d'une transformation d'un rapport à la création culturelle qui va se continuer jusqu'aujourd'hui. On va passer du médiatique au multimédiatique, avec l'image qui apparaît aussi à cette époque, et puis ensuite vous aurez la radio, la télévision, Internet maintenant qui ajoute l'image, le son, l'électronique, et où de plus en plus, en effet, se dilue la singularité, l'individualité de celui qui est auteur, et au contraire, où l'individu est de plus en plus soumis à des règles collectives sur lesquelles il n'a pas prise. Et c'est bien parce qu'il y a ce qui apparaît comme une menace extraordinaire. Alors je fais juste un petit arrêt sur un événement qui nous paraît maintenant avec le recul totalement anecdotique. Publication en 1842-43 des ministères de Paris de Gênes-Sud dans le journal des débats, le journal de droite de l'époque, succès énorme, mondial, vous savez, c'est le début de la mode des mystères urbains, j'insiste pas, comme c'est vraiment le sujet à la mode en histoire littéraire maintenant. Mais je reviens sur le sentiment de véritable cataclysme produit par la publication de ce roman feuilleton. Pourquoi? Parce que pendant une quinzaine d'années, on a vraiment cru en France qu'il n'y aurait plus de mode de publication que par le périodique. On a vraiment cru que le temps du livre était passé. Il faut mesurer ce que ça a pu représenter dans les esprits. Donc c'est pas un phénomène accessoire lorsqu'on parle de roman feuilleton, on pense littérature populaire. Non, c'est pas ça. On a cru, parce que l'édition se portait très mal, et parce qu'en effet, la publication périodique, c'est ce qui est plus logique. On ne fait que rationaliser les modes de publication grâce
au retour régulier d'un temps. On a cru réellement qu'il n'y aurait plus de production littéraire que périodique, et c'est-à-dire que la création individuelle de l'artiste dépendait forcément d'une temporalité qui lui échappait et d'une collectivité à laquelle il était soumis. Donc c'est ça le traumatisme. Et c'est contre cet empire de la presse que vont apparaître toute une série de réactions sous le Second Empire, tout d'abord, où on oublie trop souvent que le Second Empire, Napoléon III, installe son pouvoir contre la presse. Donc il y a toute une série de mesures répressives, très répressives. Le régime de la presse sous le Second Empire est totalement répressif. Et il s'agit d'une politique tout à fait cohérente, consciente, pour limiter la nocivité de la presse. Et c'est dans ce contexte qu'en France va enfin renaître la librairie et l'industrie du livre. L'édition se porte très mal dans la première partie du siècle pour des tas de raisons, mais le livre va émerger contre le journal. Dans un premier temps à cette époque, et c'est en effet à ce moment-là qu'on peut parler, comme le dirait Bourdieu, comme le dit, d'autonomisation, sauf que cette autonomisation n'est pas le résultat d'un processus continu, j'allais dire naturel, mais est une réaction aux craintes induites par la médiatisation, c'est-à-dire l'apparition massive, imprévisible des industries culturelles et du fonctionnement qui est le leur dans le domaine littéraire. Donc première étape, cette sorte de réaction contre la presse qui, d'une certaine manière, profite à la littérature, et dans un deuxième temps, deuxième étape, c'est sous la Troisième République, où c'est l'école républicaine qui va se substituer, je dirais, dans sa fonction d'encadrement idéologique à la presse, et on joue l'instituteur, l'enseignant contre le journaliste. Et c'est là où apparaît ce qu'on pourrait appeler une littérature légitime, qui est celle qui revient de l'école, dont on apprend qu'il faut l'admirer et qui est tournée autour des grands auteurs, et une production textuelle qui sera de la sous-littérature, c'est la littérature des journalistes, qu'on redécouvre maintenant, notamment par le biais du reportage. Mais ces évolutions-là sont des évolutions qui chacun s'explique dans un contexte donné, et qui peut se ramener à cette grande crainte qu'induit la transformation de la littérature en système médiatique au cours du XIXe siècle. Tous les pays ont connu les mêmes évolutions. Je veux dire simplement que pour la France, c'est d'autant plus intéressant que c'est plus brutal. Et c'est pourquoi, je le répète, il faut absolument faire une histoire littéraire qui soit une histoire de la communication littéraire et qui prenne en compte tout cela. Mais il n'empêche, et là vraiment j'arrive à la fin, c'est promis, que je ne suis historien de la littérature que si je peux rendre compte des phénomènes de politique historique, c'est des transformations formelles des textes. Et moi, on va dire, ce qui me passionne, c'est justement de montrer ce qui se passe au niveau de l'écriture. Or, justement, pour le dire rapidement, toutes les transformations capitales de l'art littéraire, disons, des choses comme ça, j'aime pas le mot esthétique, mais art, je sais ce que c'est, résultent des transformations que j'ai esquissées si rapidement il y a quelques instants. Je vais les lister rapidement. Première chose, ce que j'ai appelé, bon, c'est la première chose à laquelle j'ai travaillé, le passage d'une littérature discours à une littérature texte. Évidemment, il faut nuancer, mais grosso modo, le modèle littéraire jusqu'au XVIIIe siècle est un modèle discursif qui relève de la rhétorique. La littérature est une sorte de mise en texte, de fixation du discours dans son meilleur. Conception rhétoricienne de la littérature, je vous renvoie à Fumaroli ou d'autres, bon, Et il est vrai que le fait que désormais la communication littéraire passe par l'imprimé public, livre ou journal, fait que l'esthétique littéraire se détermine d'après de nouvelles règles qui sont d'ordre textuel et beaucoup moins rhétoriques. Ne serait-ce tout simplement que l'ordre du texte dans la page, les règles liées au paragraphe, à la typographie, etc. L'œuvre littéraire est une œuvre idéalement faite pour être consommée dans le silence de la lecture et non pas dans l'écoute d'une parole partagée. D'où la consécration du roman à la troisième personne. C'est quelque chose de tout à fait étonnant. Vous ouvrez un roman
et vous acceptez que l'histoire se raconte sans que quelqu'un vous dise bah, je suis un tel, je vous raconte une histoire, ou bien je trouve un manuscrit dans un coffre, etc. Bref, il est normal, si vous entendez une histoire racontée, que quelqu'un vous explique d'où vient cette histoire. Et jusque-là, d'une manière ou d'une autre, on justifiait de ce récit. Moi, je suis de ceux qui pensent, dans la suite, vous savez, les travaux d'Anne Bonfield, qui est le problème initiatique des narrations sans narrateur, je pense en tout cas que d'un point de vue littéraire, il est important de noter que dans une situation de communication donnée, émergent des types d'écrits qui se passent de l'intermédiation d'une parole. Et là, l'opposition, le contraste est très évident entre le roman qui passe à la troisième personne et qui est quelque chose, encore une fois, d'assez magique. Voilà. Celui qui est seul face à son livre n'a pas envie d'être ennuyé par quelqu'un qui l'interrompt, venant de l'extérieur ou sortant du livre. Le roman, désormais, se consomme, c'est un plaisir solitaire. Et ce plaisir solitaire exclut le narrateur. Et à l'opposition, vous avez la poésie, qui reste une sublimation de la parole, et s'il fallait une définition historique du lyrisme, ce serait cela. Le lyrisme moderne, c'est le poète qui dit je, et qui dit je continue à être un homme qui parle, malgré le silence de l'écrit, et malgré la standardisation d'imprimé. Et c'est pourquoi il fait des vers, parce que le vers gêne la lecture, en effet. Le vers impose d'entrer, je dirais, dans l'intériorité rythmique, ou fantasmée au moins, de celui qui versifie. Donc, disais-je, passage de la littérature discours avec lettre au texte, passage de la littérature argumentative à la littérature représentative, et, ça j'ai déjà dit, je n'insiste pas, et enfin, ce qui me fascine le plus, dans la mesure où l'œuvre littéraire n'est plus une parole adressée, un sujet s'adressant à un autre sujet, comme idéalise la communication classique, rhétoricienne, communication d'âge classique, les dialogues, les lettres, etc. du XVIIIe siècle, dans la mesure où c'est en quelque sorte un texte anonyme sans voix consommé par un lecteur, et dans la mesure où tout écrivain, je crois, reste un écrivain qui veut prendre la parole et s'adresser à un public, la seule manière qu'il a à ne pas passer sous les fourches codines, je dirais, de la standardisation médiatique, c'est de s'inclure dans le texte, d'inclure sa présence, de textualiser, d'inscrire sa présence de subjectivité dans le texte, hein, ce que j'appelle, en prenant une notion évidemment employée par d'autres, la subjectivation, qui fait que, par exemple, hein, Flaubert n'a plus besoin de dire « je », mais dès qu'on lit une page de Flaubert, la plus impersonnelle qui soit, évidemment, c'est du Flaubert. Je veux dire que ce qui fait la force, l'intensité de l'œuvre moderne, c'est la puissance d'implécitation, désormais, de la littérature. Ce n'est pas que les écrivains soient meilleurs qu'avant, c'est pas se dire, voilà, Rousseau a besoin de dire « je » pendant 1000 pages, Flaubert fait 3 lignes sans jeu, c'est parce que à l'époque de Rousseau, si je puis dire, on pouvait faire 1000 pages, on pouvait dire je. À partir du moment où il y a à la fois une raréfaction du texte, un besoin de concision lié aux contraintes de la communication éditoriale et une exigence d'impersonnalisation, il faut bien que Flaubert parvienne à se faire entendre. Et donc, densification, implicitation, et c'est ainsi que Flaubert va élaborer avec d'autres. Mais à l'époque de Flaubert, on élabore cette norme de la bonne écriture littéraire. Vous savez que Gilles Philippe et d'autres ont analysé dans l'ouvrage collectif sur la langue littéraire de 1850 à 1950. Et tous les procédés de subjectivation peuvent s'analyser dans la logique de cette transformation historique. Par exemple, disais-je, la fausse impersonnalité, la subjectivité dissimulée derrière la personnalité, hein, grâce au discours indirect libre, le recours à l'ironie et à tout ce qui relève d'une poétique du rire. Alors, en effet, le rire est ma première, peut-être, obsession littéraire, parce que lorsqu'on voit quelque chose, lorsque vous riez de quelque chose, vous ne riez jamais de quelque chose, mais vous riez avec quelqu'un. Parce que vous lisez un texte et que ça vous paraît drôle, vous vous dites immédiatement, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Pourquoi il me fait rire? Parce que vous sentez de l'ironie chez Flaubert, dans un texte de Flaubert, c'est parce que vous sentez du rire chez Flaubert. Je veux dire, pour le dire d'une formule, le rire impose
de faire l'hypothèse de l'auteur derrière le texte. On peut lire des textes sérieux sans se poser la question de l'auteur. On ne peut pas lire quelque chose qui vous paraisse drôle sans vous poser la question de l'intention de l'auteur, pour dire les choses simplement. Et si on pose la question de l'intention, c'est qu'on convoque la personne de l'auteur dans le texte. Et je pense que si il n'y a pas de grand écrivain du XIXe siècle, à mes yeux, vrai grand écrivain, où il n'y ait pas une part importante de sa poétique qui ne soit fondée sur le rire, il y en a quelques-uns que je ne place pas au bon endroit dans ma hiérarchie, c'est parce que c'est la manière la plus efficace, la plus économique d'imposer une subjectivité. C'est vrai pour l'ironie, c'est vrai aussi pour l'opacité. Plus un texte est opaque, plus c'est Breton lui-même qui le dit à propos de ses champs magnétiques, c'est imposer la complicité au lecteur. Donc, bon, je n'ai pas le temps de continuer, mais l'ensemble des transformations de la littérature qui sont pour nous, désormais, les forces architectoniques de la littérature, sont, à mon avis, issues de cette réaction à la transformation de la littérature en régime public et médiatique, d'où aussi l'émergence de la catégorie du style. Être un grand écrivain, c'est se faire reconnaître. C'est en quelque sorte avoir matérialisé sa subjectivité dans une manière d'écrire, au point que le style de l'artiste, ça aussi pour l'art, suffit presque à prouver la grande œuvre dans cette conception-là. Donc voilà ce que doit être peut-être une critique historique, et voilà comment on doit rendre compte, à mon avis, des transformations de la littérature, d'une certaine littérature, parce que je terminerai par là, c'est promis. C'est pas parce que, là c'est vrai, c'est une vraie promesse. Il n'empêche que du point de vue historique, sur la longue distance, l'essentiel est bien la transformation de la littérature par cette communication médiatique complexe dont on voit la transformation aujourd'hui. Je veux dire que cette grande littérature qui a un grand L, avec cette réaction à la médiatisation qu'a été l'exaltation de l'auteur. Parce que c'est ça aussi la naissance de la catégorie auteur. C'est parce que l'auteur est nié dans une communication qui est de plus en plus standardisée que l'auteur veut s'affirmer contre le système. Mais je le répète, en termes historiques, l'exaltation, la consécration de cette littérature n'empêche pas l'histoire d'avancer. Et ce qui est assez passionnant aujourd'hui, et c'est pourquoi moi je me suis intéressé à la période de 1830 et du romantisme, c'est qu'au fond, vous voyez bien que la défense républicaine, la défense politique de la littérature en France, mais dans la plupart des pays, qui a consisté à mettre la littérature au cœur des idéologies nationales, pour à la fois constituer la nation, mais résister aussi à ce qui était une transformation, je dirais, consumériste de la littérature, cela a valu tant que l'enseignement de la littérature était en effet le socle du système éducatif. Dans tous nos pays, on voit bien ce qui se passe actuellement, évidemment une contraction de la place de la littérature dans l'idéologie scolaire, et cette nationalisation de la littérature, une nationalisation extraordinairement brillante et victorieuse pour la France, bon, elle est en train de se terminer depuis quelques décennies, et on revient, au fond, à ce qui se passait dans les années 1830. Qu'est-ce qui se passe? On voit que les choses sont bouleversées parce qu'on entre dans un système médiatique qu'on ne maîtrise pas. On change les mots, les idées qu'on exprime actuellement, les idées d'effarement et de crainte par rapport à une transformation de notre culture, les idées sont à peu près les mêmes que celles qu'on pouvait lire en 1830 et en 1840, parce que d'une certaine manière, une certaine parenthèse se forme dans une longue histoire de la communication littéraire que j'ai essayé de résumer comme j'ai pu. Voilà, je vous remercie.